je demanderai à chaque intervenant de faire une petite présentation de sa personne. Bien voilà, à la différence de M. Brochet, nous étions tous les deux au même moment au Rwanda. Tous les deux administrateurs de territoire, lui à Rwandiri et moi à Kigali. Enfin aussi à Butare, à Tchangoulou et à Byumba. Les fonctionnaires, tous les 3 ans, pouvaient être mutés d'un territoire à l'autre. La différence avec lui, c'est que moi je porte des lunettes et lui pas. Alors, je me présente, mon nom est Julien Lissens, ancien administrateur de territoire pendant 13 ans. Je suis arrivé au Rwanda en 1948 et je suis resté là jusqu'en décembre 1961. À la différence aussi de M. Pochet, c'est que si lui a été administrateur de territoire pendant plusieurs années, il a fini sa carrière dans les états-majors. Il était conseiller du MOAMI. Donc le MOAMI était à la tête de l'autorité coutumière, comme vous le savez aussi bien que moi. Tandis que moi, je suis resté administrateur de territoire. J'étais un homme de terrain tout le temps, pendant toute ma carrière. Et donc ce que je sais, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas des archives qui se trouvaient dans les états-majors, mais c'est de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu au Rwanda sur le terrain. Ce qui m'a aidé dans ma mémoire, c'est que pendant les événements, à partir de 1952 à 61, j'écrivais beaucoup à mes parents, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, sur papier bleu, papier avion, je disais ce que je vivais sur le terrain. J'ai beaucoup parlé de mon métier parce que j'étais très engagé, j'étais vraiment plein d'ardeur pour ce beau métier de territorial. Et donc, quand je suis rentré en Belgique en 61, en décembre 61, j'ai retrouvé toute la liasse de courriers que j'avais écrits. Et donc, j'ai pu relire tout cela. Et donc, la mémoire que j'ai m'a servi à écrire un livre. C'est un peu la mode d'écrire des livres. Mais on écrit aussi, on fait sortir ce qu'on aime bien, ce qu'on a non seulement dans la tête, mais aussi dans le cœur. Et le Rwanda, je l'ai dans les deux. Je l'ai dans la tête et je l'ai dans le cœur. Et c'est pour ça que je suis si heureux de me trouver devant un public en majorité rwandais. Je vous remercie d'être là. Merci. Alors, voilà, donc j'ai servi au Rwanda comme administrateur territoire, je vous le dis, et j'ai exercé mon métier à travers les autorités coutumières dans le système qui s'appelait le système de l'administration indirecte. C'est ce que Grégoire Kayibanda a appelé la double colonisation. Oui, la double colonisation, il l'a écrit, et il n'a pas eu tort de l'écrire, de lire, et je pense comme lui. Je ne savais pas à ce moment-là qu'on pouvait donner ces termes-là, mais c'est la réalité aussi, parce que le petit peuple était administré par l'autorité coutumière, vous savez qui elle était, et l'autorité coutumière était administrée par les Belges, par la tutelle belge. Et donc on m'a demandé de dire quels étaient les problèmes au Rwanda. Les problèmes, ce sont les problèmes que j'ai constatés pendant cette période-là. Je ne parle pas des problèmes ultérieurs à 61. Les problèmes que j'ai constatés comme athée sur le terrain, le premier, c'est celui de cette double colonisation, la tutelle belge, l'administration coutumière, le petit peuple. Et je m'en explique dans un livre qui va sortir, que notre éditeur
les sources du Nil, et je remercie M. Shimamungu de m'avoir accueilli et d'avoir bien voulu. Il m'a dit tout à l'heure que ce livre est à l'impression et va sortir, sera ici en Belgique le 8 février, je crois, vous m'avez dit ça. Donc dans une quinzaine de jours, il commencera à être distribué. Et donc c'est là que je définis, je raconte d'abord ce qu'était le métier de territorial à ce moment-là, parce que beaucoup d'entre vous ne vivaient pas à ce moment-là. Et en seconde partie, je décris les événements, surtout les événements de 59, qui a été une plaque tournante dans l'évolution de Rwanda, dans le transfert de l'affaire, pas le transfert, c'est pas un mot exact, dans l'évolution, le tournant pris de la féodalité vers la démocratie. Ce Rwanda était beau, superbe, mais pauvre sur le plan économique, pauvre dans son sous-sol. C'est un deuxième problème que j'ai identifié. Et il était fragile aussi par sa dépendance aux irrégularités des saisons de pluie et saisons sèches. C'est un troisième problème que j'ai identifié, et nous, les territoriaux, ainsi que le service agronomique de l'agriculture, nous étions en permanence mobilisés par la surveillance de l'état des cultures pour s'assurer qu'on ne se trouvait pas sous la menace de disette ou pire, de famine, comme la grande famine qui a eu lieu en 1943, que ceux qui vivaient à l'époque, ils ont dit se rappellent. Enfin, il y avait aussi la densité de la population. 400 habitants au kilomètre carré. Le voisin, le Congo, c'était 4 habitants et demi au kilomètre carré. 400 d'un côté, 4 de l'autre. Densité extraordinaire qui n'a fait que se développer encore depuis lors. Ça, c'est donc... elle ne cessait de croître. Et c'était cette densité a engendré une concurrence entre la vache et la houe, entre les éleveurs et les agriculteurs, entre les Chebouja et les Abagaragou, entre les seigneurs et les manants. Voilà un quatrième problème. Au cours de ces 13 années, le Rwanda est passé de la féodalité à la démocratie et à l'indépendance sous la pression du petit peuple victime des inégalités sociales. Cinquième problème, les inégalités sociales. À mon arrivée en 1948, une harmonie apparente existait entre ces deux composantes de la population. C'était encore le régime féodal ancestral de l'Ubouaké, selon lequel le maître, le Chebouja, assurait sa protection en échange des produits des cultures et aussi des prestations de services de la part du manant Lungaragu. Cette situation de manant qui courbe l'échine et vit dans la méfiance et la peur est restée inscrite dans les gènes de beaucoup d'entre eux. Cette peur méfiante explique en partie, sans aucunement les justifier, les comportements irrationnels et abominables 32 ans après, lors du génocide. Cependant, cette économie de l'Ubouaké se lézardait du fait de la présence de la tutelle qui, à la place du Chebouja, assurait la protection et la paix publique, du fait aussi de la survivance clandestine de certaines corvées. Dans le contrat de Bouaké, l'avantage que l'Ungaragu en retirait, c'était du temps où la sécurité n'existait pas entre les ethnies, que ce soit les Abaguinia ou les Abega ou enfin toute l'histoire de l'évolution, mais il était nécessaire que le serf, le manant, trouve
sécurité, et donc dans ce contrat de Bouaké, il était assuré de recevoir la sécurité de la part de son maître. Mais à partir du moment où la tutelle était là, et enregistrée, moi combien de fois j'ai dû faire des enquêtes judiciaires et recevoir les plaintes de ceux qui se plaignaient d'injustice ou d'autres affaires, et à ce moment-là, il n'était plus nécessaire de recevoir la protection du Chebouja, puisque cette protection était assurée par la tutelle. Et alors aussi ensuite, il y avait autre inégalité, c'était l'inégalité dans l'accès à l'enseignement secondaire, qui n'était pratiquement accessible qu'aux seuls Tutsis. Ça, c'est un 6e problème. Malgré l'organisation d'élections trop timides en 1953 et 1956, le ras-le-bol de l'intelligentsia Hutu s'est exprimé dans le journal Kinyamateka sous la plume de son rédacteur Grégoire Kayibanda. Ensuite, ce furent des manifestes, des mises au point, des menaces qui, de fil en aiguille, ont débouché le 1er novembre 1959 sur une révolution sociale qu'on a aussi appelée parfois la jacquerie. La jacquerie, la révolte des paysans. Dans mon livre qui s'intitule « À pied d'œuvre au Rwanda de 1948 à 1961 », je raconte les étapes et les soubresauts de cette marche vers l'indépendance, dont un sommet fut le coup d'État de Gitarama, auquel on a fait allusion, par lequel près de 2900 conseillers communaux Hutus, sur un total de 3100 environ, ont proclamé la République et la destitution du Mwami. Cela se fit à l'insu de la tutelle, à l'insu de l'ONU, à l'insu du Mwami. C'était exactement le 28 janvier comme aujourd'hui, en 1961, il y a 51 ans. Au préalable, Kayibanda avait demandé à la tutelle le maintien des appartenances ethniques dans les livrets d'identité. Il avait aussi adressé au ministre belge d'économie une lettre, le suppliant de ne pas accorder l'indépendance avant qu'il ait pu éveiller le petit peuple à l'urgence de se libérer de cette double colonisation. Ici, je donne les jalons, les détails, on peut les trouver dans le livre. Par des élections peu démocratiques au départ, en 1953 d'abord, 1956 ensuite, mais au suffrage universel des femmes et des hommes, enfin, sous le contrôle de l'ONU, en septembre 1961, les Hutus parvinrent à s'imposer en remportant 83% des voix. Mais le déséquilibre changea de camp, provoquant la formation d'une diaspora. 7e problème. L'unité des cœurs et des esprits restait à construire. 8e problème. L'unité des cœurs et des esprits. Aussi, l'adage qui accueillait les invités aux festivités du jubilé du Mwami en 1957, Mutara Rudaïba célébrait les 25 ans de règne. Et à l'entrée de son domaine, à Niamsa, il y avait un grand portique où on pouvait trouver ce slogan « Batwa, Bautu, Batutsi ne sont que des prénoms, Banyarwanda est notre nom de famille ». C'était écrit en toutes lettres, vous allez voir la photo tout de suite. Et voilà, dans cet adage, dans cette espérance, peut-on dire, il y a le 8e problème, celui du vivre ensemble. Lors de leur arrivée au Rwanda, au XIIe siècle, les Tutsis ont su s'adapter aux mœurs des Hutus, installés depuis plus de 5 siècles.
Ils ont adopté un profil bas, heureux de trouver des pâturages à discrétion. Ils ont aussi adopté la langue locale. Bref, ils ont fait preuve d'humilité. Progressivement, cependant, ils se sont imposés leur haute stature, leur sens du commandement, leur richesse en bétail, leur a permis de dominer ceux qui les avaient précédés. Et lorsqu'est venu le temps de la colonisation, les nouveaux maîtres, ceux de la tutelle, comme les missionnaires, parce qu'il ne faut pas négliger le rôle des églises au Rwanda, de ce temps-là en tout cas, ils trouvèrent assez pratique et confortable de s'appuyer sur l'organisation coutumière existante. Aussi, les Tutsis furent-ils tout heureux de voir leur autorité ainsi renforcée. Mais cela ne faisait pas l'affaire du petit peuple, du moins de ces quelques penseurs qui l'ont sorti de sa torpeur, tant et si bien que les relations éclatèrent en une lutte pour le pouvoir, débouchant le 28 janvier, on l'a dit, 61, il y a 51 ans, sur la proclamation de la République et enfin sur l'indépendance. La suite n'appartient pas à mes souvenirs sur le terrain, mais c'est toutefois aux héritiers de ceux qui ont sorti le Rwanda de la féodalité à retrouver les conditions du vivre ensemble. Voilà quels étaient à cette époque les défis majeurs à résoudre pour édifier une nouvelle famille rwandaise. J'ai dit merci. On pourrait peut-être projeter quelques photos d'époque qui sont des photos que j'ai prises moi-même, pour la plupart. Si M. le Président est d'accord, j'ai apporté une clé USB. Oh oui. Mais si on veut bien commencer par la toute première, au-dessus de la page, là, celle où on voit le cadre des sous-chefs en belle tenue. Non, voilà, elle. Voilà. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est donc l'autorité coutumière des sous-chefs. Ce jour-là, le jour où j'ai pris les photos, c'était au moment de l'arrivée du roi Baudouin. Ils attendaient l'arrivée du roi Baudouin à Boutaré. Mais donc, on voit ici, ça symbolise vraiment le cadre coutumier, chef et sous-chef, c'était l'autorité coutumière de l'époque. Si vous voulez passer à la photo suivante, on peut c'est assez impliqué. Ceci, c'est donc le lac Noisy, et à l'avant-plan, vous avez une maison qui a été incendiée. Parce que ça ne s'est pas fait sans dégâts, sans bagarre. Mais à ce moment-là, il n'était pas question de génocide. Ce que les Hutus faisaient, c'était chasser les gens. Les chasser, ils sont partis, certains pour l'Ouganda, d'autres pour le Burundi. Et ceci, voilà. Alors, ceci, ce sont des gens, le public qui est dans les arbres. C'est une photo prise dans le Mutara. C'était le président Bonyunutwa, président de l'autonomie, qui faisait un discours. On le verra sans doute plus loin. Et, alors, ceci, c'est une photo d'un bureau électoral. Les bureaux de vote, ici en dessous, avec toute la place pour aller voter, et c'est aussi une photo prise par avion, par hélicoptère. J'avais des facilités de déplacement. Et alors, donc, ici encore une autre photo, vous voyez au centre, en blanc, le bureau de vote, et les gens groupés qui vont voter. Ils sont heureux de voter, ils sont nombreux, tout le peuple allait voter. C'était au Rwanda. Ce sont deux photos que j'ai prises, mais il y en a bien d'autres, que vous verrez aussi dans le livre d'ailleurs. La suite, s'il vous plaît. Alors ici, c'est Rugimera, et l'administrateur des territoires de Biomba, ici présent, mais un peu plus jeune, et sans lunettes. Rugimera, mais ça symbolise donc la collaboration entre l'autorité coutumière et la tutelle. Je m'entendais très bien avec lui. C'est un ami extraordinaire, c'est un grand travailleur. Il y aurait des choses superbes à dire sur Étienne Rugimera.
un grand travailleur et qui a accepté, après l'indépendance et la révolution, de rester au Rwanda. Il n'est pas parti, il n'a pas été tué, il a accepté de travailler comme cantonnier sur les routes. Je l'ai revu après cela, un homme remarquable. Alors ici, voilà, les électeurs qui votent, le mari et sa femme, parce que, en dernier lieu, après deux autres essais, on a permis aux femmes de voter. C'était négligent de l'ONU. Parce que l'ONU avait son mot à dire, c'est un territoire sous tutelle, ce n'était pas une colonie. Hein, c'est une nuance importante. Hein. Et donc ici, voilà, ils votent. Ça, c'est la photo qui devait clôturer tout. C'est le drapeau rwandais de l'époque devant les Nations Unies. Photo que j'ai prise à New York devant quelques années plus tard lorsque j'ai eu l'occasion d'aller sur place. Alors ici, voilà, lors des élections, à ce moment-là, un apprentissage de la démocratie. On permettait aux gens de voter, mais avec un confident. Les gens, tout le monde ne savait pas écrire, il y avait des illettrés. Donc on pouvait choisir un écolier à qui on donnait le nom. Et voilà, dans pas une cellule, on n'est pas dans mon monastère, dans un isoloir, l'électeur et son confident qui votent. Voilà les isoloirs, et voilà les électeurs avec leurs confidents qui votent, pris dans un bureau. Alors en rouge, le Parmehutu, c'était la couleur rouge. Tout le Rwanda était rouge au moment des élections. Regardez, les femmes s'habillaient en rouge. Le bandeau, qui généralement c'est du sorgho, qui est jaune, il était rouge aussi. Heureusement qu'il n'y avait pas de route dans le pays. Hein. Alors voilà, ici, le public, mon éditeur m'a dit, vous ne pouvez pas montrer, monsieur, cette photo. Vous verrez que ce sont des gens qui sont armés. Ils ont des arcs et des flèches. C'était au Bugesera où il y avait du gibier, il y avait des léopards, etc. Ils circulaient en bande et ils se rendaient à un bureau de vote tout joyeux, hein, avec leurs armes habituelles pour se défendre contre le gros gibier. Voilà. Voilà celui que inutile de dire son nom. Alors ici, voilà, ici il est président, il a été élu, c'était après le coup d'État. Donc le Rwanda n'était pas encore reconnu internationalement, le 28 janvier 61. Mais il était avec l'administrateur de Kigali, que j'avais l'honneur d'être à ce moment-là. On défile devant un officier, qui est un ami aussi, un officier belge qui était là parce qu'il n'y avait plus de force publique, il n'y avait plus de militaires au Rwanda. Le Congo a eu son indépendance le 30 juin 60. Alors, on s'est trouvé sans force publique, sans armée, un pays sans armée, sans police, ça ne va pas. Et alors on a demandé l'aide des commandos, mais ils ne se sont pas battus là-bas. C'était de façon préventive qu'ils assuraient l'ordre. Et voilà un officier, le lieutenant Hugues Le Grel, qui est à la tête de ces troupes qui sont derrière lui, et le président Kayibanda, qui passe devant lui et qui dit « Alors, ici, monsieur, avec son chapeau de feutre et son micro, c'est le préfet de Kigali. Celui qui m'a remplacé, qui m'a succédé à Kigali. Le jour où on a remplacé les territoires par des préfectures, les administrateurs par des préfets, et voilà, j'ai demandé à M. Kenijabo, Charles Kenijabo, et il est en train d'expliquer aux gens comment on va voter. On a fait sur les collines des campagnes d'information. Et vous voyez ici à l'avant-plan ce panneau sur lequel on a collé des bulletins de vote pour montrer les couleurs. Parce que avant après qu'on ait fait des élections avec un confident, un élève, un jeune qui savait écrire,
l'ONU a dit on ne peut plus avoir recours à des confidents, le vote doit être secret. Donc chaque parti choisira une couleur et même les illettrés, ils pourront voter pour la couleur de leur parti. Et donc le préfet Camille Jabot explique que dans un panneau, j'avais fait coller un exemplaire de chaque bulletin de vote pour que les gens voient bien comment on fait. Voilà. Alors ici, c'est le président Bonyumutwa qui parle avec le résident André Prudhomme. André Prudhomme a été un résident de mon époque, c'était mon patron, c'était le représentant de la tutelle, responsable de la tutelle au Rwanda. Les corvées, on parle aussi des corvées contre lesquelles... Oui, mais les corvées ici, c'était faire des fortillons. Quel beau fossé, ça demande du travail de faire ces fossés. Mais ces fossés, les Belges ne sont pas partis en rentrant en Belgique avec les fossés dans la poche. Les fossés sont restés là. C'était pour assurer le maintien des terres. Et oui, c'est passé un peu vite. Alors, voilà. Mais donc, les fossés consistaient à éviter une érosion. Alors ici, c'est encore un incendie de hutte, vous voyez. C'était malheureux. Et il y avait combien d'églises? Ici, c'est Moutara, le Mwami Moutara, avec de l'autre côté la tutelle. Cette photo dans la tutelle, l'autorité coutumière et l'église, si vous voulez. Parce que la belle dame qui est là, c'est la supérieure des Bernardines, des dames Bernardines à Kigali. J'aurais voulu avoir l'évêque, mais l'évêque, je l'ai pris ailleurs aussi. Mais donc ça symbolise les trois pouvoirs qu'il y avait. Et le résident qui était là, c'était le résident Dessin, le premier résident que j'ai connu. Ici, c'est le résident militaire, logiste, le colonel Ben Logiste, comme on l'appelle, colonel Ben, hein, logiste, qui lui a été appelé par le gouverneur à Rouen lorsque ça a pété le 1er novembre 1959, qu'il a fallu calmer les troupes, et il a en 15 jours empêché les bagarres, les grosses bagarres, les rencontres entre les troupes du Mwami et les bandes qui donc c'est une photo du colonel logiste. Ah voilà, le petit peuple. Voilà. Ça c'est une photo que j'aime beaucoup. Vous aimez aussi, vous connaissez une photo d'époque, toutes ces braves femmes courageuses. Ça, c'était le Rwanda. C'est elle qui cultivait. Vive les femmes rwandaises. Alors ici encore une photo d'un incendie malheureux. Alors voilà, ici le slogan. Si vous avez dit, c'est à l'entrée de Nyanza, donc Batwa, Bautu, Batuti ne sont que des prénoms, Banyarwanda est le nom de famille. C'était un slogan de ce temps-là. Vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis lors. Ce slogan, il paraît, mais ça, je ne devrais pas en... Voilà, donc, voilà un slogan, c'est apprendre à vivre ensemble, ce serait ça. C'est l'objectif que nous souhaitons tous et l'entendre entre tout le monde. Est-ce que je crois qu'on a vu à peu près? Et alors voilà, pour aller voter aussi, on allait non seulement en groupe avec des arcs et des flèches, mais même les malades et les vieux, etc., dans leur ingobi, eh bien, ils allaient aussi voter. Ici, c'est le référendum. En même temps que les élections, il y avait un référendum. Êtes-vous pour la monarchie ou la République? Si c'est pour la monarchie, pour le Mwami ou contre le Mwami? Et alors, la question se trouve là, sur l'urne, et voilà une femme qui vote gentiment. C'est la preuve qu'on votait, voilà. Alors ça, c'est voilà, c'est l'Église, Monseigneur Perrodin, qui a joué un rôle important, très capital, parce qu'il faut dire ceci. On a accusé l'Église, mais l'Église catholique, comme les protestants, l'Église, sont pour le petit peuple, pour le pauvre et le malvenu. Alors, elle a pris
la défense, comme dans la plupart des pays, pour le malheureux, pour le pauvre, pour le délaissé. Et donc, lui, dans son mandement de carême, je sais plus, je l'écris dans mon livre, en tout cas, dans quelle année c'était, mais il a écrit une lettre pastorale. Novembre 59. Non, le carême. Février 50. Février 50. Février 50. Début 50. Je me souviens parce que j'étais en congé politique à ce moment-là. Et donc, il a écrit une fameuse lettre qui a fait mal à l'autorité coutumière, mais plaidant pour l'égalité et le devoir de l'homme. C'est le droit de l'homme, en somme, hein, le respect de chacun. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre photo? Je crois qu'on a fait le tour. Vraiment, ce sont des témoignages des gens du terrain. Nous avons l'honneur vraiment de les avoir maintenant. Les générations d'avenir n'auront pas cette faveur, cette joie. Merci vraiment, M. Nissan.